La passion est mon moteur. L'asphalte est ma source d'inspiration. Mon savoir-faire, je le partage tous les jours avec des centaines d'autres passionnés. Car je suis technicien chez Daffy. Équipement moto, accessoires et pièces détachées. Daffy, la passion pro. Assurer un deux roues, c'est facile. Assurer un motard, c'est notre histoire. Mutuelle des motards, liberté assurée. Rendez-vous sur mutueldesmotards.fr. Cette semaine, nous sommes chez Michelin pour une émission exceptionnelle du côté de Clermont-Ferrand, au centre de l'Adoux, plus précisément le centre de l'innovation, de recherche et de développement, là où tout s'imagine et tout se crée. On découvrira tout sur l'univers du pneumatique Michelin, la façon dont c'est fabriqué, et puis on aura des entretiens avec des ingénieurs, des responsables de la marque. On parlera de nos rubriques habituelles avec des essais, mais aussi du MotoGP puisque Michelin est manufacturier unique depuis 3 ans. Ça va être passionnant, venez avec moi. Nous sommes au centre de l'innovation chez Michelin à l'Adoux. Merci de nous accueillir. Jean-Luc, vous êtes responsable du R&D, division moto, c'est ça, ici à l'Adoux. Oui, tout à fait. En fait, je suis en charge du développement et de l'industrialisation des gammes moto et vélo pour le groupe Michelin. Donc, nous travaillons principalement à l'Adoux. Le gros de l'équipe est ici, l'équipe de conception et l'équipe de test que vous verrez aujourd'hui. Et on est bien sûr ravis de vous accueillir aujourd'hui ici dans notre outil de travail. À vos côtés, Jean-Luc, nous avons Michel Turcot, notre spécialiste MotoGP, reporter pour Moto Revue. Salut Michel. Salut David. Et puis Eric Sélis, qui nous accompagne comme à chaque émission. Et presque. Oui. Bonjour David. Des fois sans moi, et voilà, oui, voilà. Ouais, sans problème. Jean-Luc, ici nous sommes dans un endroit plutôt sympa. Et plutôt grand. Ça couvre combien de terrains de football, l'équivalent de la surface? En fait, nous sommes dans un bâtiment qu'on appelle Campus RDI, qui est un tout nouveau bâtiment. On l'a inauguré il y a 1 an et demi à peu près, en septembre 2016, en présence du Premier ministre de l'époque, Manuel Valls, oui, qui était un grand moment. Et donc le bâtiment est immense. Pour les gens qui nous regardent, ça couvre à peu près 7 hectares, donc l'équivalent de 7 terrains de football. Et la rue d'innovation qui en parcourt la longueur fait 300 mètres de long. Ah oui, quand on arrive, c'est assez impressionnant. Ce bâtiment, il est sorti de terre en combien d'années? Il est sorti de terre en à peu près 1 an et demi, en 2 phases en fait. Et c'est un outil extraordinaire. En fait, le bâtiment témoigne de 2 choses. La première, c'est vraiment l'importance de l'innovation pour le groupe Michelin. Depuis 125 ans, l'innovation est au cœur du développement du groupe. Et ce nouveau bâtiment, qui est quand même un investissement très significatif, réaffirme le fait que le groupe Michelin compte sur l'innovation pour son développement. Il y a aussi les pistes d'essai. Il y a 20 pistes d'essai ici. Et il y en a une qui passe sous le bâtiment, notamment. Oui, tout à fait. Alors, il y a 21, je crois, officiellement. Je crois que c'est 43 km. C'est un super outil, unique au monde. Et effectivement, le circuit rapide, qui fait 8 km de long, passe sous le bâtiment. On peut le voir en transparence quand on passe ça anime un peu les réunions, je pense. Voilà, ça permet de surveiller ses pilotes, voir s'ils ne font pas exactement n'importe quoi. Mais non, c'est vraiment un outil unique. On fait la grande majorité de nos tests ici en véhicule à 4 roues, bien sûr, mais aussi en véhicule à 2 roues, complet. Concrètement, justement pour revenir aux 2 roues, entre le moment où vous décidez de créer un pneu jusqu'au moment où on va le retrouver dans le commerce, en concession, il se passe combien de temps et quelles sont les différentes étapes, même si j'imagine qu'on va les voir illustrées, mais le laps de temps? Alors, c'est un petit peu variable suivant les produits. Si je prends l'exemple de la moto et du Road 5 qu'on a lancé cette année, il nous a fallu 4 ans pour conduire le développement. Sur certaines lignes produits, ça peut être plus long. Sur certaines zones, ça peut être plus court. Bien sûr, le grand challenge, c'est d'aller de plus en plus vite. Et le rythme de renouvellement de nos gammes aujourd'hui est très dynamique, mais on essaie encore de l'accélérer. Vous avez des unités de fabrication un peu partout dans le monde. Est-ce que le R&D, lui, est centralisé à Clermont-Ferrand ou est-ce que vous avez d'autres laboratoires sur d'autres continents?
Alors en fait, on a, pour le deux roues, on a la majorité de notre équipe qui est ici à Ladoux. On a une équipe qui est localisée en Thaïlande, à proximité d'un de nos sites de fabrication. On a une équipe d'industrialisation qui est en Espagne, à proximité d'un autre site de fabrication. Puisqu'en fait, la clé de la recherche et du développement, c'est pas seulement de savoir faire un prototype qui atteint un cahier des charges performance, mais c'est aussi de savoir le dupliquer à quelques millions d'exemplaires. Au niveau de la production, le volume, c'est quoi sur une année? La production de roues, Oui. on fait un petit peu moins de 10 millions de pneus à peu près de ventes. Merci Jean-Luc. On va passer tout de suite au top et au flop. Les tops et les flops à présent avec le premier top. On parlait de 4 roues. Deux fameux pilotes, Antoine Méo et Tom Pagès, ont été invités à passer sur 4 roues au volant d'une Peugeot 206 Rallye sur le circuit du Vigan. Donc ce sont des pilotes plutôt doués. On sait qu'Antoine Méo a le désir de faire dans l'avenir le Dakar. Il nous l'avait révélé lors d'un reportage. Dakar en voiture, parce qu'il l'a déjà fait à moto, bien sûr. Exactement. Le Dakar en voiture. Un autre flop, c'est une course sauvage de dirt track qui a eu lieu à Châteauneuf-du-Pape, qui s'appelle Plus rien ne nous arrête. Ce sont les Dandy Riders, pour ceux qui connaissent un peu le domaine vintage, qui organisent cette course. Le dirt track, c'est une tendance actuelle. Il y a beaucoup de préparation, dirt track. L'occasion de vous poser une question sur les pneus un peu spéciaux, le dragster, le dirt track, le custom. Je sais que Michelin avait fait un pneu spécial pour un custom il y a 2 ans. Est-ce qu'il y a un département pour ça? Alors, il y a un département design qui fait effectivement des prototypes en très petite série pour des projets spéciaux, en général des démonstrateurs de salon. Dans le deux roues, on a une activité qui est relativement large, en fait, qui va de certaines activités compétition jusqu'à des domaines un petit peu plus larges en distribution, comme le sport radial. Il faut savoir qu'au deux roues, on développe des gammes pour le supermotard, pour la piste et aussi pour la vente. On développe des gammes Rallye Raid, on développe les gammes Rallye Raid pour le Paris-Dakar. On fait du cross, on fait de l'enduro. On a effectivement une offre produit qui est extrêmement large. Aujourd'hui, au catalogue, on a plus de 500 références, sans compter les activités compétition un petit peu petites en volume. D'accord. Un dernier top, c'est le Charade Heroes. On est à Clermont-Ferrand. On est sur les terres de Claude Michy qui va organiser ce Charade Heroes. On est sur les terres de Moto Heroes qui donne une partie de son nom à cet événement. C'est un peu une synergie ici entre Michelin. On recevra tout à l'heure Stéphane Mézard de l'Ultimate Cup. Ce sont des synergies. On connaît des pilotes ici aussi, Christian Saron. Je pense qu'ici, de toute façon, dans la région, c'est difficile d'échapper à l'emprise Michelin. Je me rappelle, moi, une année, j'ai fait partie de l'équipe d'organisation du 100e anniversaire de la Coupe Gordon Bennett. Et on a sillonné toute la région. Et c'est vrai que quand on passe dans les villages aux alentours, il y a une empreinte Michelin qui est exceptionnelle, quoi. Même les perchistes se mettent à la moto ici. Tout à fait. Ils sont équipés par Michelin. Le plus grand support de Michelin, oui. Alors on passe au flop avec quelque chose qui nous inquiète un peu tous. Le contrôle technique auto s'est renforcé récemment avec plus de 130 points de contrôle. Plus que ça, même. Plus près de 300 même. Ah oui, d'accord, je suis loin du compte. Je suis pas assez l'actualité 4 euros. Donc le contrôle technique s'est renforcé en auto. La menace est permanente sur la moto. La FFMC nous l'a confirmé encore récemment. Les centres sont saturés, les centres de contrôle technique auto. L'organisation est mauvaise, la rentabilité incertaine pour les centres avec les deux roues à moteur. Est-ce que les motards, un point sur le pneu, prêtent attention à leur pneu? C'est un point très important du contrôle technique, le pneu. Est-ce que vous avez des retours sur l'attention que prêtent les motards à leurs pneus, Jean-Luc? Oui, tout à fait. Et en fait, la bonne nouvelle, c'est que de manière générale, les motards sont très attentifs aux bonnes conditions d'usage de leurs pneus et assez avertis des conséquences d'un mauvais usage en termes de performance et en termes de sécurité. Donc, suivant les marchés, bien sûr, on va trouver des variations parce que les moyens pour faire une pression, par exemple, ne sont pas toujours les mêmes, ou suivant les segments, ça risque d'être différent parce que
quand on a une Electra Glide avec des échappements chauds, c'est très très difficile d'accéder au bouchon de valve. Donc on ne le fait pas tous les 2 jours. Donc ce sont des particularités qu'on capte. En fait, pour nous, c'est extrêmement important de bien comprendre ce que sont les conditions d'usage. Et je dirais même que dans le processus de recherche et développement pour concevoir des nouvelles gammes, c'est l'étape numéro 1. Aller sur le terrain, comprendre les usages et concevoir le pneu en conséquence. Merci Jean-Luc. Merci David. On va se diriger maintenant sur les pistes de Ladoux où on a eu la chance de rencontrer Dean et Bruno, les essayeurs Michelin. On est avec Dean. Salut Dean, tu es l'un des essayeurs Michelin. Oui, c'est ça. Vous êtes combien? On est 2. Avec Bruno Perra. Avec Bruno Perra, c'est ça. D'accord. Toi, ton travail, c'est d'essayer les motos sur ces circuits, sur ces pistes de Ladoux. Il y en a combien des pistes? Alors, des pistes ici qu'on utilise à la moto, on en a principalement 5 qui sont une piste de stabilité afin de faire de la stabilité en ligne droite et en courbe jusqu'aux vitesses maximum. D'accord. Et un circuit qui va nous servir à reproduire l'aspect routier, donc un circuit qui va nous permettre de faire du comportement général. Ouais. Et après, on va se servir aussi beaucoup de pistes de bruit et des pistes de freinage. Pistes de freinage qu'on va pouvoir choisir en fonction des niveaux d'adhérence. D'accord. Là, ici, c'est la piste de vitesse? C'est ça. On appelle ça l'anneau de vitesse, donc c'est une piste qui fait 7,8 km. D'accord. Voilà, et qui nous sert à évaluer la stabilité des véhicules et d'une monte pneumatique sur un véhicule. Là, tu as une MT-09 Tracer. Oui. Cette moto, tu l'as choisie parce qu'elle fait partie des modèles un peu problématiques à haute vitesse. Oui, c'est ça. Voilà, on choisit les fonctions des gammes, on choisit des motos qui sont ou les plus vendues, donc les plus représentatives du marché, ou des marchés fonction de la localisation mondiale, ou des motos aussi qui sont dites plus sensibles en termes de châssis, donc qui vont réagir de manière plus complexe fonction des pneus. D'où les valises, voilà. Et sont des spécifications constructeurs. Par exemple aussi, quand on vient travailler avec certains constructeurs, on doit absolument se mettre dans les conditions dites d'homologation constructeur, à savoir les bonnes pressions, les pressions constructeurs et par exemple la bagagerie avec les charges. Par tout temps, tu fais des essais? Voilà, il y a un quart du temps en essai qui est consacré au mouillé. Donc pour cela, on a un site Michelin qui est dédié à ça, à la moto, qui est dans le sud de la France, c'est le site de Fontanges. Et donc c'est à peu près une semaine par mois d'essais mouillés. Comment tu fais en fonction de la météo? C'est-à-dire que quand, par exemple, la météo annonce de l'orage, vous testez plus des pneus mouillés? Comment ça se passe? Ouais, c'est une bonne question. Il faut savoir en fait qu'on ne teste jamais les pneus quand il pleut. Parce que il pleut jamais de la même manière, jamais à la même température. Et le but principal d'un bon essai, c'est de pouvoir maîtriser les conditions de test. Donc on vient arroser artificiellement la piste pour avoir ne serait-ce que par exemple les mêmes hauteurs d'eau, une hauteur d'eau constante. Tu as une responsabilité immense dans la validation des pneus. Ça pèse ça Non, ça pèse pas, mais disons que si c'est une pression, c'est une bonne pression parce que ça veut dire finalement qu'il faut qu'on ait compris la globalité du cahier des charges, qu'on ait compris les besoins. Et finalement, évidemment que derrière, c'est et Bruno et moi qui allons mettre aussi un coup de tampon une fois que le pneu arrive au cahier des charges. Donc on a effectivement une responsabilité derrière. Quand il y a des essais presse qui sortent, tu stresses un peu Non, parce que finalement, c'est presque la bonne partie du job. Ouais. Et donc on vient présenter notre produit, on vient présenter, finalement c'est un peu comme la validation, la cerise sur le gâteau. On vient montrer notre produit, on vient démontrer les performances produits et ça permet de partager l'expérience aussi. Donc c'est pas des moments de stress. Et quand il y a des comparatifs qui sont un peu parfois difficiles, comment tu réagis? Tu essaies la concurrence? Tout le temps. Quand on fait un cahier des charges, on fabrique un cahier des charges avec notre produit actuel, le produit ou les produits concurrents qui sont pour nous les mieux placés. Ouais. Et des fois, c'est pas forcément le même. C'est-à-dire que pour le Road 5, on va pouvoir se comparer sur le mouillé par rapport à un concurrent, sur la stabilité par rapport à un autre. Voilà. Et donc, on est obligé de se mettre à jour un petit peu régulièrement en permanence dès qu'un nouveau concurrent sort. Tu connais bien les caractéristiques des concurrents? Oui. Et l'inverse aussi, ils nous connaissent par cœur aussi. Mais voilà, forcément, ça fait partie
ça fait partie du métier. Ouais. Tu donnes des indications techniques aux ingénieurs sur il faudrait plus de silice ou il faudrait plus de une tringle plus raide ou Alors jamais on a des grosses notions de technique. Je suis ingénieur de formation, donc il y a des notions de technique aussi forcément et de physique du pneumatique. Par contre, nous on fait exprès de rouler à l'aveugle entre guillemets, c'est-à-dire qu'on demande à ne rien savoir d'un pneumatique ou d'un lot de pneumatiques quand on le teste. Donc on ne connaît pas où on ne connaît pas les mélanges, si c'est silice, noir de carbone ou quel type de construction. Voilà. Tu ne connais pas. Et si t'arrive un problème, un accident ou autre, c'est ce talkie qui te relie à la piste. Il n'y a pas de commissaire de piste. Voilà, alors sur cette piste-là, non. Par contre, on est géolocalisé avec cette petite radio de manière désymétrique. Et ça permet même en cas de souci technique, par exemple, d'être localisé quasiment à 10 mètres près, donc à savoir où est-ce qu'on a été arrêté sur la piste pour pouvoir faire intervenir les secours ou le cas échéant. La flotte de motos que tu essayes, elle vient d'où? C'est des prêts de constructeurs? C'est une flotte qui vous appartient? C'est une question qu'on peut se poser. Oui, les deux en fait. Disons qu'on a notre parc moto à nous et forcément on ne peut pas tout avoir. Des fois c'est compliqué quand on travaille avec des constructeurs qui ont beaucoup de dimensions pneus différentes au sein de leur gamme. Les scooters par exemple ou des gammes cruiser. Et là, on se fait on travaille avec on a de bonnes relations avec les concessionnaires aussi en local, les importateurs en France ou directement avec les constructeurs moto quand on travaille avec eux en monde d'origine. Tu peux nous faire une petite démonstration de vitesse maxi avec cette moto? Avec plaisir. Elle va pas trop remuer? On va voir, normalement non. D'accord, vas-y. Merci. On va retourner du côté de Clermont-Ferrand pour se balader au cœur de l'aventure Michelin. Je suis très heureux de vous accueillir ici à l'aventure Michelin, surtout aujourd'hui dans des circonstances un petit peu particulières puisque on est sous l'œil bienveillant de Bimanum et on fête son anniversaire à Bimanum. Bimanum est né en 1898, donc vous voyez qu'il ne fait pas tout à fait son âge et pourtant ça fait plus d'un siècle qu'il nous accompagne. Et ici à l'aventure Michelin, on peut découvrir l'histoire de Bimanum et encore plus cette année puisque jusqu'au mois de décembre, on présente une exposition temporaire où on a ressorti pour les 120 ans de Bimanum, 120 dessins inédits du studio graphique de Michelin qui sont mis en scène sur le parcours scénographique de l'aventure. Alors ici à l'aventure Michelin, vous allez découvrir toute l'histoire évidemment de Michelin qui est une histoire quasiment romanesque. Le caoutchouc arrive à Clermont-Ferrand par l'intermédiaire d'une histoire d'amour entre une jeune écossaise et Monsieur Dobré au 19e siècle. Les frères Michelin vont hériter de cette petite manufacture de caoutchouc familiale et ils vont découvrir le pneumatique. Ils vont mettre au point le premier pneu démontable en 1891 et l'histoire de Michelin va commencer sur 2 roues puisque c'est avec un vélo que les frères Michelin vont commencer leur aventure. Très rapidement, elle va se poursuivre sur 4 roues puisque dès 1895, Michelin est le premier à mettre une voiture automobile sur des pneus. Pour la première fois, on va rouler sur de l'air et découvrir le confort qui est associé à cette technologie. Et puis très rapidement, les frères Michelin vont sans cesse améliorer le pneu. Ils vont être les premiers à faire un pneu qui est capable de rouler à 100 km/h. Et puis, les frères Michelin vont être des pionniers dans le domaine de l'aviation. C'est pour ça qu'on a ici un Breguet 14 qui est exposé dans le hall d'accueil de l'aventure Michelin, puisque Michelin a construit des avions à un moment dans son histoire. Et puis, Michelin va s'intéresser au transport ferroviaire aussi, avec la construction de ces fameux autorails qu'on va surnommer les Michelin, puisqu'ils sont équipés avec des pneus et donc plus confortables. Et puis en 1946, Michelin est le premier aussi à imaginer la technologie radiale, qui est sans doute celle qui équipe votre véhicule aujourd'hui, une technologie qui permet de faire plus de kilomètres en consommant moins d'énergie. Donc l'histoire de Michelin, c'est vraiment une superbe success story technologique. Et en même temps, vous découvrirez à l'aventure Michelin que Michelin s'est toujours intéressé aussi à la façon dont ses clients utilisent le pneu. Donc à un moment, on achète un pneu pour voyager et Michelin accompagne ses clients dans l'utilisation qu'ils font de leurs pneus, d'où les cartes Michelin, les guides Michelin, les panneaux de signalisation pour pouvoir faciliter les voyages, faciliter les déplacements. Alors l'aventure Michelin, c'est un lieu qui est le reflet de Michelin, aujourd'hui. Donc on y découvre à la fois l'histoire mais aussi l'actualité. Donc c'est un lieu qui bouge en permanence. Et en début d'année 2018, on a refait la fin du parcours de visite pour y exposer les dernières avancées de Michelin, notamment en termes d'EVA culture,
en termes de compétition avec la Formule I, Formule électrique, mais aussi la présentation du concept Vision, qui est peut-être la roue qui équipera les véhicules dans le futur. Donc venez visiter l'aventure Michelin, vous découvrirez une formidable histoire et surtout une histoire qui se poursuit aujourd'hui. Trouvez toutes vos pièces et accessoires pour réparer et entretenir votre deux roues sur labécannerie.com. Alors sur cette 400 ZXR, bon, une moto qui roule quand même pas mal, hein, avec lequel le client va faire un peu de piste. On a pris la décision de monter une valve coudée. Alors le gros avantage, vous allez me dire, une valve coudée, c'est que quand on a des disques de 220 ou de 230 mm, eh ben, on a du mal à passer pour aller gonfler la roue. Le gros avantage d'une valve coudée, oui, c'est ça, c'est d'avoir une accessibilité. Mais il y a autre chose. C'est que forcément, si vous vous retrouvez avec une valve classique, eh ben, la force centrifuge va en fait appuyer sur l'obus. Et si vous appuyez sur l'obus, eh ben, qu'est-ce qui va se passer? Ça va se dégonfler. Et donc en fait, avec la rotation de la roue et avec la force centrifuge, eh ben, en fait, il y a la masse de l'obus qui va rentrer et du coup qui va appuyer dessus. Alors c'est quelque chose qui se passe à partir de 160 km/h. Donc l'étanchéité au-dessus de 160 sur une route 17, c'est le bouchon qui le fait. Mais si vous avez du coup une valve coudée, eh ben, la force centrifuge qui est exercée de l'intérieur de l'axe vers l'extérieur de la roue, donc dans ce sens-là, eh ben, en fait, elle ne peut pas pousser l'obus, puisque l'obus, il est face à vous. Et ce qui fait qu'en fait, il n'y a aucune force qui va venir appuyer dessus. Autre chose, on se retrouve avec des joints dedans, et ces joints, ils sont forcément moins sollicités que du caoutchouc sur une valve classique. C'est maintenant l'heure du débrief sport avec Piero Taramasso qui nous a rejoint, responsable Michelin en MotoGP. Bonjour Piero. Oui, bonjour. Tu es souvent ici sur le site de Ladoux ou tu es plus souvent sur les courses de MotoGP? En vérité, j'ai passé plus de temps sur les courses ou les essais MotoGP qu'ici sur le site de Ladoux au bureau qui se trouve à Catarou. Tu le rencontres beaucoup, Michel, sur les courses MotoGP, Pierrot? Il est toujours dans... Pierrot, on se voit pas tous les week-ends, mais enfin, j'ai plus de 18 week-ends par an, puisqu'on se voit aussi sur les séances d'essais d'hiver. Donc oui, Pierrot, c'est la tête de proue du dispositif Michelin en Grand Prix. Il passe plus de temps même dans les avions qu'à son bureau, non? Oui, c'est vrai. Comme il disait Michel, le championnat c'est très chargé, 19 courses, 5 essais officiels. En plus, on a une vingtaine d'essais privés. Donc nous, Michelin, il nous demande d'être là, d'être présent. Donc on passe beaucoup de temps dans les avions, dans les aéroports, sur le circuit, plus qu'au bureau ou à la maison. C'est combien de personnes en permanence qui sont déplacées pour en permanence? Oui, on est 25-26 personnes. Il y a 11 monteurs donc, qui transportent les pneus, qui font le montage et l'équilibrage. Il y a 8 techniciens, on dit vulgairement, c'est des conseillers techniques d'écurie, donc ils travaillent auprès des usines. Il y en a un pour Yamaha, un pour Ducati, un pour Suzuki, Aprilia. Donc pour chaque marque, il a un CTE. Et après, il y a un manager, que c'est moi, il y a un attaché presse, qui c'est Tim. On a souvent un développeur, donc qui fait les pneus, qui suit les pneus, plus un ingénieur qui étudie les mélanges. Donc voilà, et le tout, ça fait 25 personnes. Michel, c'est la 3e année de Michelin en MotoGP, 3e année, puisque le MotoGP est monomarque, c'était Bridgestone, maintenant c'est Michelin depuis maintenant 3 ans. Quelle est la perception des pilotes de ce passage Michelin? Ouais, Pierrot pourra nous le dire, le début a été un petit peu compliqué. La première année, bon, les pilotes ont passé 7 ans ou c'était avec votre prédécesseur? Oui, c'est ça. Ils étaient 7 ans avec un autre manufacturier et dès que nous on est revenus, ils ont eu un peu de mal à s'habituer à nos pneumatiques. On a travaillé beaucoup, surtout sur le pneumatique avant, oui. Notamment au niveau du feeling, du retour d'information. Donc ça, c'était la première année 2016. Le gros problème, c'est qu'en 2015, on n'a pas pu développer les pneumatiques avec les pilotes de course. Donc on a développé les produits avec les pilotes essayeurs. Mais comme on sait, les pilotes essayeurs, ils sont à 2 secondes des temps, des chronos d'un pilote officiel. Donc les sollicitations, oui, les sollicitations sur le pneumatique, ils n'étaient pas du tout les mêmes.
Donc on arrivait avec des modèles de pneus qui n'étaient pas encore bien finalisés. Donc c'est pour ça qu'on a eu un peu de mal, mais ça s'est vite mis en place, ça s'est vite amélioré. Alors justement, Pierrot, aujourd'hui, vous êtes manufacturier unique. Il y a aussi un nombre limité de pneus pour chaque Grand Prix. Des spécificités aussi limitées, 3 avant, 3 arrière différents. Comment on fait pour satisfaire un pilote comme Marquez et en même temps un pilote comme Lorenzo qui lui est un pilote qui demande beaucoup de grippe sur l'angle, de la vitesse de passage, alors que Marquez va demander un pneu avant qui résiste beaucoup au freinage et un pneu arrière qui est beaucoup utilisé pour faire tourner la moto. Donc ces oppositions, comment vous arrivez à faire une synthèse? Oui, c'est très difficile. C'est pour ça qu'il nous a fallu bien une saison pour comprendre ça. Depuis 2017, ça allait beaucoup mieux. Les carcasses et les profils des pneumatiques convenaient un peu à tous les styles de pilotage et à tous les types de motos. Il y a des Suzuki, des Honda, des Yamaha. Donc les répartitions de charges, c'est différent. Les styles de pilotage, c'est différent. Et voilà, on a 3 choix de pneus. Donc le soft, le medium et hard. Qu'est-ce qu'on essaye de faire? Ces pneumatiques, les mélanges, de les faire en fonction. Voilà, les plus soft pour les pilotes moins sollicitants, les plus durs qui satisfait les pilotes plus agressifs comme marque, et après faire un pneu entre les deux, le médium, qui peut convenir un peu à tout le monde. Donc on peut choisir ça, on fait des séances de tests, on fait tester tous les produits à tous les pilotes différents, et après c'est analytique, on fait comme une moyenne, et on essaye de prendre pas les meilleurs, pas les pires, mais celui-là, disons, du milieu, qui peut satisfaire tout le monde. Merci Pierrot. On écoute maintenant Pascal Coinon, directeur motosport, qui nous explique l'importance de la compétition en MotoGP pour Michelin. Je dirais que notre philosophie n'a pas changé. Ce qui est important en compétition, c'est d'être challengé. Et en fait, il y a 2 façons d'être challengé, ou en tout cas plusieurs façons d'être challengé. La première, c'est effectivement d'avoir un concurrent en face de soi. Et là, on va se mesurer, on va regarder les performances chaque dimanche et voir comment on doit progresser. Mais il y a une autre chose qui est extrêmement importante, c'est aussi de se dire, finalement, quelles sont les performances que l'on veut faire évoluer. Et si on arrive à avoir un dialogue constructif et intelligent avec un promoteur ou avec une fédération, on peut en fait faire changer les règles et les faire évoluer au fur et à mesure de l'année, ou bien sûr, enfin des années plutôt, et d'être obligé de développer des technologies pour pouvoir suivre ces règlements. Par exemple, quand on est revenu au MotoGP, on a proposé à la Dorna, qu'il a accepté, de changer de dimension, de passer du 16,5 au 17 en moto. Et là, c'était un challenge technique, parce qu'il fallait que la moto soit toujours aussi réactive, qu'elle puisse être bien sûr rapide. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? On a été obligé d'apprendre, de développer ces technologies à l'extrême, mais ce qui était très intéressant, c'est qu'une fois qu'on a compris ça, on a pu le décliner très rapidement sur la route, puisque les motos de route, c'est du 17 pouces. Donc vous voyez que sans avoir un concurrent direct, on a quand même été poussé dans nos retranchements par une évolution de règlement. Et c'est ça qui nous intéresse. Donc du monomarque sans challenge technique, ça ne nous intéresse toujours pas, mais par contre, là où il y a challenge technique, même si on est tout seul, ça peut nous intéresser. C'est une question sympa. Et je ne vais pas faire une réponse de Normand, mais je dirais les deux, parce que c'est un commencement, parce que la compétition, et depuis le début chez Michelin, c'est un laboratoire. Donc en fait, c'est là où on va commencer à tester des idées, voir s'il y a une valeur derrière cette idée. Et en fait, la valeur, ça va être l'aboutissement qui va être la victoire. Donc en fait, on est à la fois, bien sûr, en compétition pour gagner l'aboutissement, mais surtout pour pouvoir développer des technologies, prouver à l'extrême que c'est quelque chose qui marche et pouvoir le transférer très rapidement vers la route. De la piste à la route, c'est notre but. Donc, c'est le début, mais la fin, ça va être la victoire et puis l'utilisation de nos technos sur, je dirais, les motos qui sillonnent les routes tous les jours. La deuxième partie du sport avec Stéphane Mézard qui nous a rejoint. Bonjour Stéphane. Bonjour David. Donc Stéphane, toi tu es l'organisateur de l'Ultimate Cup. C'est un championnat réservé notamment aux débutants. Oui, on a créé cette formule l'année dernière pour supprimer ou rendre plus petite la marche en fait entre le track days classique
et la première compétition. On s'est aperçu qu'effectivement, entre le track days et passer sur une course, on accède souvent le première marche et le temps le promo sport. Ça fait quand même une marche assez élevée et ça peut paraître et refouler pas mal de monde. Le track days, c'est les journées de roulage. Hein, voilà, donc excusez-moi, je parlais de journée de roulage libre. Voilà, et après, quand on accède à une première course, la marche peut paraître un peu importante, on va dire. Donc on a essayé de créer cette formule où on n'a que des gens qui débutent en compétition essentiellement, ou des gens qui ont un long passé de pistard mais qui n'ont pas fait de compétition. Comment on enseigne le pneumatique? On a parlé de MotoGP tout à l'heure, des problématiques de MotoGP avec les pilotes. Comment on enseigne le pneumatique pour les débutants? Est-ce qu'ils sont sensibles à ça? Ils sont très très sensibles. Après, il y a plusieurs paramètres. Mais bon, moi, cette partie-là, elle est vraiment, c'est les techniciens qui sont présents sur place, qui s'occupent vraiment du conseil, de l'adaptation de la moto au pneumatique et du choix final. Moi, je suis vraiment là maintenant pour la partie organisation. Mais après, c'est sûr qu'ils sont très attentifs au fait qu'ils aient du support et qu'il y ait un très bon accueil déjà de la part de Michelin, un gros professionnalisme. On fait monter tous les pneus chez nous, on contrôle systématiquement les jantes, enfin on contrôle tous les pneumatiques qui sont montés, même si c'est un pneu d'occasion par exemple. Une petite question, on parle MotoGP, donc c'est une compétition où on change de pneus à chaque séance d'essai. Comment ça se passe sur des formules comme ça avec des débutants? Un train de pneus sur des courses d'amateurs, ça peut durer combien de temps? En général, moi je fais des calculs donc pour les pactages quand on prépare en amont. On sait qu'en moyenne, un pilote chez nous va passer un pneu avant dans son week-end et en moyenne c'est un pneu et demi. Donc pour certains, ils vont passer qu'un pneu arrière et pour d'autres, ça sera 2 pneus arrière. Tout dépend de l'objectif. Tu parlais également, Stéphane, de l'accueil, de la qualité d'accueil. Vous avez reçu également Johan Zarco, je crois, il n'y a pas très longtemps. Comment ça a été perçu, ça? Très très bien, hein. Vous pensez bien que retrouver Zarco une semaine avant le MotoGP avec nous à Dijon, ça a été juste énorme. Enfin, moi, j'ai jamais vu en France, avec un pilote français, autant d'engouement par le public, quoi. Même pour David Dumain? Même pour David Dumain, pourtant. Alors justement, Johan Zarco, il était sur l'Ultimate Cup. Un film a été réalisé à cette occasion. On le regarde tout de suite et on réagit ensuite. Donc l'Ultimate Cup, c'est une deuxième année de création. Maintenant, on est sur la lancée. Toujours en partenariat principal avec Michelin et Eagle. Donc cette année, on a créé un track days en fait la veille de chaque événement où on mélange vraiment des gens qui sont là pour se faire plaisir avec des compétiteurs donc plus aguerris qui vont participer à la course le week-end avec des catégories de vitesse. On a 4 catégories principales, 2 catégories d'accès à la compétition 600 et 1000 et 2 catégories un peu plus élites avec du super sport et de l'hyper sport. Donc ceci est mélangé pour un week-end de compétition à l'endurance, à la Coupe de France d'endurance où on a des courses de 2 à 3 pilotes sur une durée de 4 heures. On a beaucoup de monde qui vient sur cette saison, on est autour de 240 pilotes pour les courses et ça commence à vraiment prendre de l'ampleur. On travaille vraiment pour la durée, on veut vraiment pérenniser l'événement. Alors pour moi c'est une première en Ultimate Cup, c'est également une première chez Michelin. Je connais très bien le circuit, donc je sais un petit peu où je vais, mais voilà, il y a une nécessité d'apprendre les pneumatiques. Pour ça, on a des super coachs et je suis très satisfaite de la journée d'essai qu'on a fait aujourd'hui. Par rapport à d'autres championnats que j'ai déjà fait dans le passé, l'avantage de l'Ultimate Cup, c'est vraiment qu'on a quand même des techniciens qui sont vraiment à l'écoute comparé à d'autres championnats où ce n'est pas le cas. Les techniciens nous aident pour les pressions, pour les températures de piste, vraiment pour avoir le pneu qui marche au maximum. J'ai fait la rencontre de Johan Zarco, donc vraiment une super surprise, très émue. C'est vraiment top, quoi. Je remercie beaucoup l'organisation Ultimate Cup, c'était vraiment un grand moment. Ça y est, je l'ai vu, c'est mon chouchou. Voilà, Johan Zarco, plutôt accessible. Il est au naturel, Michel?
Oui, Stéphane l'a bien décrit, hein, c'est un pilote humble, accessible, qui est proche des fans, on l'a bien vu au Grand Prix de France. C'est aussi pour ça qu'il est en train de gagner en popularité, au-delà peut-être même des frontières de la moto. C'est un vrai bon ambassadeur en tout cas pour la moto en France. Stéphane, merci. C'est quoi les prochaines dates de l'Ultimate Cup? Alors la prochaine date, donc ça sera Nogaro fin juin. Ouais. Voilà. Après on a une épreuve au Vigan et on aura la finale à Manicourt au mois d'octobre. Merci Stéphane, merci de nous avoir rejoints sur ce plateau. Bon, t'es voisin, hein, t'es à Eida, à côté d'ici, à combien de kilomètres? Moi j'habite à Eida, mais mon bureau est à 3 km d'ici, chez APR. Ouais. D'accord, merci Stéphane. On va passer tout de suite au Technoshop de Valentin. Bonjour à tous, cette semaine on part à la découverte de Calimoto, une application de guidage. Alors vous allez me dire encore un GPS, oui, mais un GPS pour motard, puisque celui-ci vous permet de créer des itinéraires de balade surtout. Quelle que soit votre destination en France ou même dans le reste de l'Europe, Calimoto se charge de créer l'itinéraire le plus approprié et le plus agréable à moto, c'est-à-dire avec un maximum de virages. Votre trajet est même totalement personnalisable, hein, avec l'ajout d'étapes et de points d'intérêt comme des restaurants ou des stations-service. Encore mieux, en définissant à l'avance le nombre de kilomètres souhaités, puis en choisissant une direction ou même en le laissant calculer au hasard, vous pouvez vous créer votre propre boucle et après, il n'y a plus qu'à rouler. Donc une façon rapide et intuitive pour se faire sa petite balade du dimanche, seul ou en groupe, puisqu'il est bien évidemment possible de partager son itinéraire avec d'autres motards. L'application est téléchargeable gratuitement sur iOS et Android, avec au départ une seule région disponible qu'il vous appartient de choisir lors de votre inscription. Pour débloquer le reste du pays et de l'Europe, il faudra payer 2,99 € pour une semaine d'utilisation ou 49,99 € pour une utilisation à l'année. À partir de là, vous aurez donc accès à toutes les cartes de l'application, mais aussi quelques options supplémentaires, comme un avertisseur de zone de danger, y compris les radars, mais aussi un analyseur de données de roulage, c'est-à-dire la vitesse, l'inclinaison, l'altitude, etc. Et puis, pour finir, à venir, une météo en temps réel. On va aborder maintenant la partie finale de l'émission et Michael Pressigou, un ingénieur, qui va nous expliquer la technique des pneus Michelin Road 5 et Power RS. Michael, on est ici au pavillon de l'innovation sur le site de l'Adoux, c'est ça? Oui, c'est ça. Et tu vas nous présenter comment est fabriqué un pneu pour qu'on arrive au Power RS et au Road 5. Donc comment ça démarre un pneu? Il faut savoir qu'il y a plus de 200 composants différents dans un pneu. Alors ça commence par quoi? Alors ça commence à l'origine avec l'EVA, donc on voit une tranche ici d'arbre d'EVA. Donc on va extraire de l'EVA du latex et en faire du caoutchouc. Donc on va récupérer, voilà ce que vous voyez ici, du caoutchouc naturel. Et après, il y a les matériaux naturels et il y a des matériaux synthétiques, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc là, on va retrouver les élastomères synthétiques. Donc ils sont là pour apporter d'autres propriétés au caoutchouc qui, sans ces élastomères, ne pourraient pas apporter les performances qu'on lui connaît aujourd'hui. Là, c'est noir de carbone, je lis, et silice. Ce sont d'autres composants encore. Oui. Ça fait partie des 200 composants dont tu parlais. Exactement. Donc là, on va retrouver les charges renforçantes. Donc effectivement, le noir de carbone qui a été ajouté il y a déjà très longtemps pour apporter déjà la couleur au pneu. Ouais. Le pneu il est noir aujourd'hui parce qu'on a du noir de carbone. D'accord, c'est à cause du noir de carbone. Exactement. Le pneu est noir. Et surtout, on est bien meilleur en termes d'usure, en termes de performance usure. Et les charges renforçantes, c'est-à-dire que sinon le pneu s'affaisse, c'est ça? Alors disons que ce serait, si on prenait juste du caoutchouc, vous auriez un pneu qui, vous allez rouler un petit peu, puis au bout d'un moment, il va être tout usé très rapidement. Alors ensuite, il y a des matériaux essentiels, je lis les semi-fins. Ça fait encore partie des composants du pneu, ça? Alors bien sûr, les semi-finis, en fait, ce sont des éléments chimiques on va retrouver par exemple du soufre, on va retrouver des huiles, des résines, et tous ces éléments-là sont part entière de la formule qui fait la gomme et les propriétés qu'elle peut donner. Et donc ça, on arrive sur un matériau brut comme ça, c'est ça? Oui, alors voilà, une fois qu'on a mélangé tout ça, vous avez de la gomme, vous avez le caoutchouc naturel, vous allez avoir tous les éléments chimiques qui vont être mélangés. Et là, on va retrouver ce qu'on appelle du mélange cru. Avant la cuisson, avant la vulcanisation de la gomme, vous êtes dans cet état-là. Donc c'est quelque chose qui reste plastique, on peut le déformer à la main, parce qu'on n'est pas encore passé à l'étape de cuisson. C'est lors de la cuisson qu'on va venir figer la formule, figer la gomme, et elle aura toutes ses propriétés une fois qu'elle sera cuite. D'accord, elle est comme ça, donc pour l'instant. Exactement. Après, ça, c'est les renforts, donc ça c'est joli, il y a du nylon. C'est pas du métal? Alors, exactement, ce sont les renforts. On a énormément de renforts dans un pneu.
quand on parle de carcasse de pneu, en fait, c'est la partie qui va venir tenir votre pneu. On ne pourrait pas rouler qu'avec de la gomme. Et donc, on va retrouver plusieurs éléments. On va retrouver du nylon, du polyester, mais également, on va retrouver de l'aramide dans les pneus que nous fabriquons. D'accord. On en revient à la physique. Hein. Exactement. Et pour ce qui est du métal, on ne va pas forcément utiliser de métal aujourd'hui sur les pneus que nous fabriquons parce qu'aujourd'hui, avec ces matériaux-là, on repousse vraiment, on a vraiment le meilleur niveau de performance qu'on peut avoir en réglant nos pneus avec ce type de matériaux. Voilà. D'accord, donc ça c'est intégré au caoutchouc brut, enfin au pneu brut, c'est ça? Oui, on vient poser le caoutchouc. Et après il y a la cuisson. Exactement. Donc là, on passe à la cuisson. Là, on a un moule de pneus voiture. Hein. Oui, c'est ça. Donc là, c'est un moule de Pilot Sport 3 en l'occurrence. Et donc, on va retrouver la même philosophie pour un pneu moto. Donc c'est de l'aluminium, voilà. On vient mettre un espèce de ce qu'on appelle un bandage cru. Donc c'est un rond noir, on va dire, avec tous les renforts et tous les mélanges crus. Et on vient le cuire là-dedans. C'est la dernière étape. Et après, on obtient le pneu. Exactement. On vient faire la vulcanisation du pneu à l'intérieur du moule. Ouais. Il est chauffé, cuit, etc. Et on va retrouver notre pneu juste après, qui aura toutes les propriétés. Combien de degrés? On est autour de 170 degrés de cuisson. Est-ce que tu peux nous montrer à quoi ressemble un Michelin Road 5 et un Michelin Power RS dont Évidemment. On va parler. Et les différences un peu entre les deux d'usage et de présentation. Oui, bien sûr. On va aller regarder ça. Okay. Le Power RS et le Road 5 qui sont là, tu peux nous les présenter, ces deux pneus? Celui-ci, il est sorti l'année dernière. On était à la présentation, on était aussi à la présentation du Road 5. Est-ce que tu peux nous dire la différence entre les deux? D'accord, donc effectivement là on va retrouver le Power RS, vous allez voir un petit peu les différences tout à l'heure sur la sculpture par exemple. Le Road 5 est celui-ci, donc le Road 5 c'est vraiment notre nouveauté qui est sortie cette année au mois de janvier. Ils sont assez différents dans le sens où vous avez par exemple des personnes qui vont prendre leur moto pour faire des trajets quotidiens, prendre leur moto pour aller travailler, etc. Mais qui vont quand même aimer aller de temps en temps le week-end avec des amis ou aller un petit peu sur des routes sinueuses et puis se faire plaisir de temps en temps. Et puis on va avoir un autre usage qui est plutôt celui du Power RS qui est plus sur l'aspect, voilà, je prends ma moto, il fait beau, j'aime la moto. Je veux m'amuser. Exactement, je veux m'amuser, je veux aller taquiner un petit peu les virages, etc. Donc celui-ci, il a une particularité, on l'a vu, on en a parlé dans son concession. Ce sont les lamelles. Est-ce qu'on peut les voir ou elles sont où? Alors je vous ai apporté pour ça donc des coupes de pneus. Donc c'est exactement le même pneu, hein, sauf qu'on l'a coupé pour qu'on voit un petit peu mieux comment c'est fait. Donc c'est une chose qui différencie vraiment, qui se différencie par rapport au RS, c'est qu'on a des lamelles. Comme vous dites, on a des sculptures qui sont différentes. Le RS est plutôt, on va dire, sportif avec des zones slick, etc. On peut les voir ici sur le côté, vraiment typé grip sec. Le Road 5, lui, il a besoin, pour l'usage dont je vous ai parlé tout à l'heure, d'apporter plus de performance sur le mouillé, en l'occurrence. Donc du coup, on utilise beaucoup la technologie de lamelles, qui était déjà connue auparavant. Mais ce qu'on a apporté de nouveau sur le Road 5, ce sont des lamelles évolutives, qui ont été fabriquées avec un tout nouveau procédé, qui est l'impression 3D, métal, qui nous a permis, comme on peut voir hein, dans la coupe, hein, d'avoir une lamelle qui va venir s'écarter avec l'usure du pneu. Pourquoi ? Parce qu'on travaille énormément sur la performance pérennité. La pérennité, c'est une nouvelle performance qui nous permet d'avoir un pneu qui a déjà un très bon niveau de performance sur le mouillé, mais qui, avec la durée de vie du pneu, va pouvoir garder un très bon niveau quand même. Ouais, parce qu'on nous a démontré qu'un pneu usé avec 5000 km était plus performant qu'un pneu neuf de la gamme précédente. Exactement. Du Road 4, c'est ça? Exactement. Un pneu normal, on va dire, avec des lamelles normales, aurait tendance, avec l'usure, à perdre ce qu'on appelle du taux d'entaillement. Le taux d'entaillement, c'est le ratio entre les creux et puis les pleins sur un pneu. Plus on a du taux d'entaillement, meilleur on va être sur le mouillé. Le problème, c'est qu'avec l'usure, on va perdre ce taux d'entaillement. Et avec cette nouvelle technologie, on vient rajouter du taux d'entaillement avec l'usure et donc récupérer un bon niveau de performance. Les durées de renouvellement des pneus chez Michelin, c'est habituellement plusieurs années? Oui, c'est ça. Alors on est autour de 4 ans pour certaines gammes. Ça peut varier un petit peu, mais c'est ça. Merci Mickaël, je peux garder cette petite coupe? Bien sûr. Ouais, merci. Donc on va conclure l'émission là-dessus. J'espère que vous avez appris énormément de choses sur la fabrique du pneumatique et sur ceci en particulier. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Sans Concession. En attendant, likez, partagez et surtout aimez notre page. On vous retrouve la semaine prochaine. Salut. Assurer un deux roues, c'est facile.
Assurer un motard, c'est notre histoire. Mutuelle des motards, liberté assurée. Rendez-vous sur mutueldesmotards.fr. La passion est mon moteur. L'asphalte est ma source d'inspiration. Mon savoir-faire, je le partage tous les jours avec des centaines d'autres passionnés. Car je suis technicien chez Daffy. Équipement moto, accessoires et pièces détachées. Daffy, la passion pro.